Depuis quelques temps, à quelques semaines d'intervalle, un nouveau gros titre donne l'impression d'annoncer le début de la fin. L'économie de la Russie vacille, la Crimée est isolée, les soldats du Kremlin meurent par dizaines de milliers. La majorité des Russes veulent maintenant que cette guerre cesse et que la Russie entame des pourparlers de paix. Et à chaque fois, la même question sous-jacente revient. Combien de temps la guerre en Ukraine peut-elle encore durer ? Cependant, on peut soutenir que ce n'est pas la bonne question, ou du moins qu'elle ne vise pas la bonne cible. La véritable réponse à la durée pendant laquelle Vladimir Poutine peut poursuivre la guerre ne dépend pas des chars, des drones, ni des kilomètres de territoire gagnés ou perdus autour d'un village ou d'une ville en particulier chaque mois. C'est quelque chose de moins visible et plus difficile à inverser. Quelque part, au cours des 4 dernières années, la guerre en Ukraine a cessé d'être simplement une guerre que la Russie mène et est devenue le moteur de tout le système interne russe. Et cela change complètement la question. Parce que si c'est vrai, alors le scénario effrayant pour Vladimir Poutine n'est pas de perdre la guerre, mais de la gagner. Commençons par la partie qui semble la plus contre-intuitive, car c'est aussi celle qui est la mieux étayée par des preuves. Depuis quelques années, nous nous sommes tous habitués à l'idée que les sanctions et les défaites sur le champ de bataille étranglent lentement l'économie russe, et qu'à terme, cette pression forcera Moscou à négocier. Bien sûr, il y a effectivement une pression sur l'économie russe, et cela a un effet significatif. Mais il est facile de voir qu'après un fort rebond en 2023-2024, la croissance du PIB a ralenti pour atteindre environ 1% en 2025. Et au début de l'année 2026, le ministère russe du développement économique a indiqué que l'économie s'était contractée de 0,3%. Bien que ce chiffre semble faible, il reste insuffisant pour financer la guerre sans accroître la pression budgétaire. Mais la guerre n'a pas seulement coûté de l'argent à la Russie. Le pays a dû reconstruire toute sa base économique pour soutenir cette guerre. Et l'économie dépend désormais de la poursuite de la guerre, tout autant que l'Ukraine dépend de sa fin. Cela se voit surtout dans les secteurs où travaillent des Russes. Depuis 2021, la part de la main-d'œuvre russe travaillant dans l'industrie de la défense est passée de moins de 4% à un peu plus de 5%. Cela peut ne pas sembler beaucoup, jusqu'à ce qu'on traduise en nombre de personnes. Environ 3,8 millions de Russes travaillent dans des secteurs directement liés au complexe militaro-industriel, soit plus d'un demi-million d'emplois créés depuis le début de l'invasion. Et ce ne sont pas n'importe quels emplois. Les salaires dans le secteur de la défense augmentent de 30 à 60% par an, dépassant largement l'inflation dans un pays où de telles augmentations étaient autrefois impensables. Dans les villes de province qui étaient stagnantes depuis une décennie, les salaires des usines de défense ont eu un effet carrément transformateur. La Russie injecte des sommes d'argent public énormes et sans précédent dans la production d'armes. Et ces dépenses influent sur les salaires, la consommation et les budgets régionaux, qui autrement diminueraient. Cette stratégie a permis à l'économie de guerre de rester à flot. Officiellement, les dépenses militaires représentent environ 7 à 8% du PIB russe. Officieusement, certaines estimations placent le chiffre réel entre 10 et 12%. En tenant compte de tout ce qui est dissimulé dans les lignes budgétaires adjacentes. Dans tous les cas, on parle d'une relance en temps de guerre d'une ampleur qui n'a pas existé en Russie depuis l'Union soviétique, ni ailleurs d'ailleurs. Ce qui nous amène à la question de ce qui arriverait à l'économie une fois la guerre terminée. C'est là qu'un argument vraiment frappant s'est développé parmi les spécialistes de la Russie au cours de l'année écoulée. Le président russe Vladimir Poutine peut sans doute supporter une année de guerre de plus facilement que la première année de paix. Et ce n'est pas parce que la paix serait humiliante ou parce qu'elle ressemblerait à une défaite, même si ces deux choses comptent aussi pour lui. C'est une simple question de mécanisme économique. Sur les 89 régions fédérales russes, 74 ont enregistré des déficits budgétaires en 2025, contre 50 l'année précédente. Le déficit fédéral lui-même a dépassé son objectif annuel en seulement 6 mois cette année. Et tout cela se produit alors que l'économie de guerre tourne encore à plein régime. Une réelle démobilisation, où les combats cessent et où l'argent cesse d'affluer pour les soutenir, supprimerait le soutien aux revenus liés à la guerre qui maintient un flot de nombreuses économies régionales, en abandonnant toutes les promesses faites par ces gouvernements régionaux grâce à cet argent. Ce n'est pas un simple problème financier à résoudre par un transfert de Moscou, mais un problème structurel. Et puis il y a l'autre aspect de la démobilisation, les gens. En 2025, la Russie a recruté plus de 400 000 soldats sous contrat, qui devront un jour rentrer chez eux et trouver du travail. Réintégrer autant de personnes sur le marché du travail en même temps ferait déjà sensiblement augmenter le chômage. Rappelez-vous, ce ne sont que les chiffres de 2025. Et la Russie prévoit d'augmenter encore le recrutement en 2026,
allant même jusqu'à instaurer une conscription toute l'année pour garantir un approvisionnement constant de soldats au front. Le nombre de personnes soudain sans emploi atteindrait probablement, voire dépasserait 1 million. Ensuite, il faut se demander pour quel emploi ces hommes sont qualifiés. Il y a très peu de demandes dans le secteur civil pour les compétences spécifiques que l'on acquiert en faisant la guerre. Les estimations de 2025 suggéraient qu'environ 43% des soldats déjà démobilisés n'avaient pas pu trouver de travail dans le civil. Multipliez cela par une vague bien plus importante de vétérans revenant au pays, ajoutez le poids psychologique du combat, et vous obtenez une recette pour un grand nombre de jeunes hommes armés, entraînés, désabusés, sans rien à faire, et sans raison de se sentir reconnaissant. Donc la voie la plus probable pour le Kremlin n'est pas une paix nette suivie d'une transition nette. C'est une démobilisation progressive et traînante, qui maintient les vétérans en uniforme, qui continue de faire circuler l'argent, et qui maintient tout l'appareil en marche à une vitesse réduite, mais toujours substantielle, indéfiniment. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. En d'autres termes, même dans le meilleur des cas où les combats cesseraient demain, l'économie de guerre ne s'arrêterait pas pour autant. Maintenant, parlons de ceux qui profitent réellement de tout cela, car c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Bien que l'on puisse dire que la guerre se déroule entre la Russie et l'Ukraine, les véritables responsables, et les mécanismes qui alimentent la géopolitique derrière l'agression de la Russie ne se trouvent parfois même pas en Russie. Pour cela, il faut remonter à avant la guerre. Sous Vladimir Poutine, le pouvoir russe reposait sur 3 piliers. Les technocrates, tels que le Premier ministre et la gouverneure de la Banque centrale, visaient à assurer la stabilité et la croissance économique. Il y avait les siloviki, les services de sécurité, dont le rôle n'était pas vraiment de contrôler la population, mais plutôt de discipliner l'élite, en veillant à ce que personne ne dépasse trop les limites. Et il y avait les oligarques, des hommes d'affaires qui vendaient le pétrole, le gaz et les métaux de la Russie à l'Occident, gardant une grande partie de leur fortune en sécurité à l'étranger. En échange, ils obtenaient une étrange forme de semi-indépendance. Ils agissaient dans le système de Poutine, mais avaient du pouvoir et une issue possible. Moscou pouvait les contraindre, mais pas facilement les ruiner. Tout ce système a été démantelé au cours des 4 dernières années et transformé en quelque chose de très différent. Les technocrates sont toujours là, mais leur rôle a complètement changé. Ils bâtissaient autrefois la prospérité. Aujourd'hui, ils tentent juste d'éviter la panne. La Russie n'a plus accès aux marchés de capitaux occidentaux, d'ici fin 2025. On estime qu'environ 300 milliards de dollars de réserves russes restent gelés à l'étranger. Le Fonds national de richesse, la réserve de secours du pays, a diminué à moins de 40% de sa valeur liquide d'avant-guerre. Les revenus énergétiques, qui finançaient plus d'un tiers du budget fédéral, représentent désormais environ un quart, alors que les recettes du pétrole et du gaz fluctuent avec la réorientation des exportations russes et l'adaptation aux sanctions. Les taux d'intérêt restent à des niveaux qui seraient considérés comme une urgence nationale dans presque n'importe quelle autre économie. Les technocrates travaillent plus que jamais, mais perdent de l'influence. Dans une économie de guerre, seuls ceux qui contrôlent le budget de l'armement fixent les priorités. Les autres réparent les dégâts après coup. Les oligarques ont été encore plus durement touchés, car leur indépendance reposait entièrement sur de l'argent placé en sécurité hors de portée de la Russie. Tout cela a été anéanti presque du jour au lendemain par les sanctions occidentales, vulnérabilité exploitée par le Kremlin. Depuis l'invasion, les tribunaux russes ont supervisé une vague de ce qu'on appelle techniquement des nationalisations, mais qu'il serait plus juste de qualifier d'expropriation.
Les estimations de la valeur totale saisie varient, selon qui fait le calcul, avec l'estimation modérée s'élevant à environ 50 milliards de dollars en roubles russes, entre 2022 et 2025. Et quelle que soit l'ampleur ou le chiffre réel, la tendance est claire. Les actifs sont déclarés stratégiques, la propriété est contestée rétroactivement, et les tribunaux statuent rapidement, parfois quelques jours après une plainte. Si vous voulez un exemple, prenons le cas d'un magnat de l'extraction d'or nommé Konstantin Strukov. Il contrôlait le 3e plus grand producteur d'or de Russie, et avait longtemps été considéré comme un allié loyal et sans histoire du Kremlin. En 2025, il a été accusé d'avoir acquis l'entreprise lors d'une privatisation illégale des décennies plus tôt. Son passeport a été invalidé, alors qu'il tentait apparemment de quitter le pays. En quelques jours, un tribunal a transféré sa participation majoritaire à l'État. Ce n'était pas un dissident puni pour avoir défié le régime, il s'agissait d'un responsable régional du propre parti de Poutine, découvrant que la loyauté sur le papier ne garantit plus la sécurité. Le résultat de tout cela, c'est une économie différente au sommet. Avant la guerre, la Russie semblait une oligarchie du capital privé, les grandes entreprises servant d'intermédiaires entre le Kremlin et les marchés mondiaux. Aujourd'hui, la nouvelle classe de loyalistes possède une richesse qui dépend directement de la poursuite de la confrontation de la Russie avec l'Occident. Leur plus grande crainte est le retour de l'ancien propriétaire. Cela signifie que le groupe de personnes autrefois assez riches pour inciter la Russie au compromis a été remplacé par un autre, dont la fortune dépend du maintien du conflit. Et qui a comblé le vide des anciens oligarques ? Exactement les groupes auxquels on s'attendrait. Les services de sécurité n'ont cessé de croître, ajoutant chaque année effectifs et pouvoirs. Parallèlement, une armée interne basée sur la garde nationale s'est élargie à des centaines de milliers de soldats, sous l'autorité directe de Vladimir Poutine. Une force dont le seul but est de protéger le régime contre sa propre population, plutôt que contre un ennemi extérieur. Et, surtout, le complexe militaro-industriel lui-même, autrefois un secteur assez marginal de l'économie russe, est devenu sans doute l'acteur économique le plus puissant du pays, employant des millions de personnes, soutenant des économies régionales, et créant une nouvelle élite, enrichie par la guerre, dont la fortune dépend de l'augmentation du budget de la défense. Ainsi, les personnes qui détiennent un véritable pouvoir économique dans la Russie d'aujourd'hui ne tolèrent pas discrètement la guerre comme le regrettable prix à payer pour faire des affaires. Elles sont, d'une certaine manière, le produit de la guerre. Leur statut, leur richesse et leur protection contre les poursuites dépendent tous de sa poursuite. Et les personnes qui auraient bénéficié de la paix, les anciennes classes technocratiques et oligarchiques, ont été privées de l'influence nécessaire pour vraiment la promouvoir. Cela nous amène à un point qui relie tout et dépasse les frontières de la Russie. Que se passe-t-il avec la relation commerciale de la Russie avec la Chine ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à l'émission Militaire. Nous abordons plus en détail les liens entre la Russie et la Chine, ainsi que la géopolitique en pleine évolution qui les entoure dans nos vidéos. Depuis quelques années, le récit dominant est que la Russie et la Chine se rapprochent, formant une sorte d'axe anti-occidental. Pékin intervenant pour acheter le pétrole et le gaz que l'Europe ne veut plus. Pour en donner un parfait exemple, le commerce entre les deux pays a atteint un niveau record en 2024, bien au-delà de 237 milliards de dollars. Une hausse de plus de 25% par rapport à l'année précédente. La part de la Chine dans les exportations d'énergie de la Russie est passée d'environ un quart du total avant la guerre à près de 40% aujourd'hui. En y regardant de plus près, on constate qu'il ne s'agit pas d'un partenariat d'égal à égal. La Russie troque une dépendance contre une autre, pire encore. La part de la Chine dans les importations russes de carburant n'a augmenté que modestement en comparaison, ce qui signifie que la dépendance va presque entièrement dans un seul sens. Cela donne à Pékin un pouvoir énorme sur les prix. Les remises sur le pétrole brut russe vendu à la Chine ont grimpé jusqu'à 18% au début de la guerre, puis se sont atténuées pendant un certain temps, et ont recommencé à augmenter récemment, à mesure que les sanctions occidentales se renforcent. En 2026, la Chine achetait environ la moitié des exportations totales de pétrole brut de la Russie, tout en dominant d'autres exportations, comme le gaz, les produits pétroliers et même le charbon. La Chine utilise ensuite cette position pour négocier fermement, privilégiant des contrats flexibles à court terme, plutôt qu'un engagement à long terme qui assurerait à Moscou une sécurité financière. Le symbole le plus clair de ce déséquilibre est un gazoduc qui semble toujours sur le point de voir le jour, mais qui n'aboutit jamais vraiment. Force de Sibérie 2 est évoqué depuis des années comme la prochaine grande artère du gaz russe vers l'Est, le projet qui scellerait enfin le pivot de la Russie loin de l'Europe. Et pourtant, même après une visite très médiatisée à Pékin en mai 2026, Poutine n'a pas réussi à fixer des conditions fermes. Les analystes estiment que la Chine fait attendre Moscou, utilisant la menace du gaz naturel liquéfié américain pour négocier et faire baisser les prix, mais il y a une réserve importante.
à savoir que Pékin n'a pas spécifiquement besoin du gaz russe. Il a besoin d'énergie bon marché, et il a d'autres options. La Russie, en revanche, n'a nulle part ailleurs où vendre des volumes comparables à ceux dont elle a besoin. C'est crucial pour la guerre, car les taxes sur l'énergie représentent encore près d'1/5 du budget fédéral russe. Ainsi, chaque fois que la Chine achète un peu moins ou exige une réduction supplémentaire, elle ne fait pas qu'ajuster la balance commerciale. Elle ajuste l'un des principaux robinets financiers finançant la guerre. Et il n'y a pas que l'économie russe et les alliances de la Russie qui ont été remodelées d'une manière qui survivra à cette guerre spécifique. C'est aussi vrai, en miroir, de l'autre côté de la ligne de front. En Europe, il s'est produit quelque chose que très peu de gens auraient prédit avant, 2022. Il y a eu un réarmement structurel, extrêmement coûteux, à une échelle jamais vue depuis la guerre froide. Les dépenses de défense combinées de l'Union européenne ont augmenté de plus de 75% entre 2021 et 2025. Rien qu'en 2025, les membres européens de l'OTAN ont commencé à atteindre ou à dépasser l'ancien objectif de 2% du PIB fixé par l'Alliance. Et cet objectif lui-même a déjà été remplacé. Le nouveau critère de l'OTAN, officiellement adopté lors des sommets de 2026, vise désormais les 5%. Et la question que se posent aujourd'hui les gouvernements européens n'est plus de savoir s'il faut maintenir ce niveau de dépenses, c'est comment le soutenir pendant des années, voire des décennies. La plupart ont adopté l'engagement de la Haye de juin 2026, fixant les dépenses à 3,5% pour la défense nationale et 1,5% supplémentaire pour des infrastructures plus larges servant à la défense nationale, mais aussi à l'interconnexion de l'OTAN. Mais réunir les fonds et développer une véritable capacité militaire s'avère être deux problèmes très différents. Malgré des années de dépenses records, une analyse récente des données d'acquisition de l'Alliance montre que les stocks d'équipements européens restent inférieurs à ceux de 2021. Malgré des milliards investis dans l'aide à l'Ukraine, de nouveaux contrats et des lignes de production d'urgence. Et l'inventaire total a malgré tout baissé. Même si l'OTAN atteignait son objectif de production d'artillerie pour 2026, cela ne lui permettrait d'égaler qu'approximativement la seule production russe d'obus, avant même de considérer l'approvisionnement supplémentaire que la Russie reçoit de Corée du Nord. La parité ne dissuade pas, elle suffit à peine à suivre. En même temps, l'Europe a commencé à démanteler sa relation énergétique avec la Russie. Le gaz russe représentait environ 45% des importations de gaz par gazoduc et de GNL de l'Union européenne avant la guerre. En 2025, ce chiffre était tombé à environ 12%. En 2026, en raison de l'instabilité politique au Moyen-Orient, l'Europe a adopté une approche modérée et a maintenu ses importations de Russie à environ 10 à 13%. Plus important encore, de nouvelles réglementations adoptées plus tôt, en 2026, ont fixé une date limite ferme, éliminant progressivement le reste du GNL russe d'ici la fin de l'année 2026. Le gaz par gazoduc suivra d'ici l'automne 2027. Certaines estimations suggèrent qu'il s'agit d'environ 10 milliards de dollars par an de paiements énergétiques à la Russie, qui disparaîtront définitivement. Si l'on combine ces deux éléments, le réarmement et le divorce énergétique européen donnent une version similaire de l'histoire au sein de la Russie. Une transformation structurelle, qui ne dépend pas de la façon dont la guerre en Ukraine se termine. Même avec un cessez-le-feu demain, les gouvernements européens ne vont pas tranquillement ramener les dépenses de défense à leur niveau de 2019. Et ils ne vont pas non plus rouvrir les vannes du gaz russe. Les services de renseignement européens planifient déjà, en tenant compte des avertissements selon lesquels la Russie pourrait être capable de mettre l'OTAN à l'épreuve sur le plan militaire dans les 5 prochaines années. La guerre a déjà produit une nouvelle Europe, tout comme elle a déjà produit une nouvelle Russie. Ni l'une ni l'autre ne reviendront à ce qu'elles étaient auparavant, quoi qu'il arrive ensuite sur le champ de bataille. Cela ne veut pas dire que les combats sont insignifiants. Des gens meurent en très grand nombre, et le champ de bataille influence toujours le rapport de force lors des négociations. Mais cela signifie que la question que tout le monde continue de poser, à savoir combien de temps Poutine peut-il continuer ainsi, est mal orientée. La question la plus honnête serait de savoir si la Russie de Poutine peut survivre à l'arrêt effectif de la guerre. Parce qu'à ce stade, la guerre n'est pas juste une action de la Russie, c'est aussi ce autour de quoi la Russie a été reconstruite. Or, le système échoue, lentement mais sûrement. Mais cette fois, il est incertain de savoir ce qui va émerger des cendres de la Fédération de Russie. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Restez abonné à l'émission Militaire pour des vidéos quotidiennes sur les grandes questions de politique mondiale.